Cyril Gane est-il fini? À l'UFC 321, le Français tentera une troisième fois de s'emparer du titre incontesté des poids lourds. Avec déjà 2 échecs au compteur, un troisième revers pourrait définitivement lui fermer les portes de la ceinture. Et le problème, c'est qu'il affronte un véritable monstre. Thomas Spinal, un des poids lourds les plus impressionnants de tous les temps, peut-être même le plus dangereux de tous. Alors, en sachant ça, l'espoir est-il encore permis? Je vous prends quelques secondes simplement pour vous dire que si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, liker et booster la vidéo, et surtout me dire en commentaire quel sujet vous voulez que je traite par la suite. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous en description ou dans le commentaire épinglé pour rejoindre le Discord de la communauté et la chaîne secondaire où je réalise les lives et les podcasts. Bonne vidéo à tous. Cyril est sans débat possible un des meilleurs poids lourds actuels. Aussi bien sur le plan technique que physique, il surpasse la plupart de ses concurrents dans la division. Du haut de son 1m93 et de ses près 2m10 d'allonge, même pour un poids lourd, Cyril a un sacré gabarit. Et le plus impressionnant, c'est qu'en plus de ça, il est parfaitement athlétique, bien loin des standards de la division. Techniquement parlant, Bon Gamin est un véritable spécialiste du pied-point. Et il s'illustre par un striking précis, varié et très aérien. Oui, la mobilité, c'est une des grandes forces du français. Car s'il a le physique de Goliath, il bouge comme David. Mais alors, qu'en est-il du reste ? Malheureusement, c'est là que ça pêche. Ces 2 défaites, au passage ses 2 chances au titre incontesté, il les doit à ses lacunes au sol. Un temps dominé, Francis Ngannou a renversé la vapeur en luttant. Quant à Jon Jones, c'est par une soumission opportuniste qu'il a pu s'imposer pour son retour. Et même dans les victoires, ses lacunes apparaissent. Pour son dernier combat en date, il s'impose de peu dans la revanche face à Alexander Volkov et se fait notamment amener au sol à plusieurs reprises. Résultat, Cyril affiche une défense de lutte de moins de 50%, la deuxième plus faible du top 5, malgré qu'il a affronté majoritairement des strikers dans son ascension. Et contre Spinal, cela pourrait lui poser 2 gros problèmes. Non seulement l'anglais affiche une défense de lutte parfaite en 9 combats à l'UFC, mais surtout, cette perfection se retrouve sur le plan offensif. Le champion a réussi 100% de ses takedowns à l'UFC. Mais en MMA, amener au sol ne suffit plus. Pour s'imposer, il faut frapper ou soumettre. Et ça tombe mal, parce qu'Aspinal est un crack dans le domaine. Depuis son plus jeune âge, formé par son père, Tom pratique le jiu-jitsu brésilien, au point d'être aujourd'hui ceinture noire depuis plusieurs années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi à transférer son niveau en MMA. Face à Cyril, qui jusque-là a montré des difficultés au sol, le grappling élite d'Aspinal pourrait être fatal. Autrement dit, le français devra tout faire pour rester debout dans ce combat. Mais il va faire face à un autre problème. Malgré son talent en grappling, les soumissions ne représentent qu'un tiers des victoires de l'anglais. Car si son sol est déjà dangereux, ses points le sont peut-être encore plus. 15 victoires, 15 finishes, 11 KO et KO. Oui, aussi choquant que cela puisse paraître, Cyril n'est peut-être même pas le striker le plus efficace des deux. Car son parcours martial, Aspinal ne l'a pas démarré par le JJB, mais par la boxe anglaise. Et cette longue expérience, forgée notamment par des sparring avec Tyson Fury, nul autre que le 2e meilleur boxeur poids lourd des 10 dernières années, se fait ressentir. En plus d'être explosif et puissant, Tom est extrêmement précis avec ses points, un combo qui donne lieu à l'anglaise la plus chirurgicale de la catégorie. 67% de précision en striking, plus d'1 knockdown par round en moyenne et plus de 8 frappes significatives qui touchent à la minute, 3 statistiques dans lesquelles l'anglais se situe à la 2e place de l'histoire de l'UFC, toutes catégories confondues. Mais surtout, un temps de combat moyen tout simplement lunaire d'à peine plus de 2 minutes, le plus faible de l'histoire de l'UFC. En d'autres termes, même en striking, Thomas Spinal est une anomalie. Non seulement il touche plus que Cyril, mais surtout, il touche plus fort. Le Bon Gamin sera donc confronté à un adversaire plus talentueux au sol, mais même debout, habituellement son domaine de prédilection, il aura fort à faire s'il veut s'imposer. En résumé, pour Cyril, le combat est presque perdu d'avance. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire à première vue. Si on se base uniquement sur les statistiques, difficile de le nier, Thomas Spinal est le profil parfait pour battre Cyril. Ses forces sont les faiblesses du striking, et il a tout pour rivaliser dans son domaine de prédilection. Mais quand on creuse, on comprend rapidement que ce n'est pas aussi simple. Commençons par la lutte d'Aspinal. Certes, il a 100% de défense et de précision de takedown, mais en réalité, l'échantillon laisse à désirer. Dans toute sa carrière à l'UFC, seules 2 tentatives de takedown ont été tentées face à lui, les 2 par le même adversaire, Sergei Spivak. Face à lui, Cyril a également 100% de défense de takedown. Et pour ce qui est des tentatives d'amener au sol d'Aspinal, il n'en a tenté que 4, un échantillon trop faible pour être vraiment significatif. En prime, la réelle difficulté face à Cyril, ce n'est pas de l'amener au sol une fois que le takedown a été initié, mais plutôt de réussir à se positionner de manière à pouvoir tenter ce dernier.
En effet, Bongamin est extrêmement mobile et il est très complexe de le cadrer et de l'approcher suffisamment pour réussir à casser la distance. Pour preuve, malgré ses qualités en striking qui laisseraient penser que ses adversaires chercheraient à tout prix à l'amener au sol, en près de 3 heures passées dans la cage de l'UFC, ils n'ont tenté à en cumuler que 16 takedowns, soit une tentative toutes les 11 minutes environ. Autrement dit, non seulement il n'est pas certain qu'Aspinall parvienne à coup sûr à amener Cyril au sol s'il lui met la main dessus, mais surtout, rien ne garantit qu'il arrivera à se retrouver dans les conditions optimales pour ne serait-ce qu'essayer. En prime, pour ce combat, Cyril semble être plus préparé que jamais dans le domaine. Durant son camp, il s'est entraîné avec des pointures de la discipline, tels qu'Ahmed Tatouzinov, champion olympique de lutte libre au JO de Paris, Pouya Ramani, champion du monde de grappling et de beach wrestling, ou encore Rug Rug, champion poids lourd du ONE et ancien lutteur sénégalais. Et sur le plan du striking alors? Eh bien, c'est un peu la même chose. Aspinall est impressionnant debout, difficile de le nier, mais parmi tous les adversaires qu'il a rencontrés, aucun n'avait les mêmes caractéristiques que Cyril. Si Pavlovich et Volkov sont de bons strikers, ils sont loin d'être aussi mobiles que le français, et leur jeu repose avant tout sur l'anglaise, la discipline de prédilection d'Aspinall. Cyril, quant à lui, est capable de travailler à distance avec son excellent jab, mais aussi et surtout avec ses kicks, type au corps et coups en ligne basse notamment. Alors si en combat rapproché, Aspinall aurait sûrement l'avantage, à distance, Cyril deviendrait maître du combat. Et au-delà de tout ça, des zones d'ombre entourent l'anglais. Est-il toujours aussi létal si le combat s'éternise? Sa blessure au genou pourrait-elle refaire surface suite au kick de Cyril? Et surtout, cette longue absence et ses camps à répétition pour préparer un combat qui n'aura finalement pas eu lieu auront-ils un impact sur son état de forme? Autant de questions qui resteront sans réponse jusqu'au combat. Mais alors, maintenant que tout ça est dit, qui est vraiment le plus susceptible de quitter l'Etihad Arena avec la ceinture autour de la taille? Si le combat est loin d'être perdu d'avance, contrairement à ce que suggèrent les bookmakers, malheureusement, en étant honnête, difficile de ne pas voir Aspinall conserver son trône. Cyril est véritablement un combattant d'élite, sans doute même un des meilleurs de l'histoire de la catégorie. Et si aujourd'hui il y a bien un homme capable de détrôner l'anglais, c'est bien lui. Mais Aspinall semble être dans une dimension à part, et stylistiquement parlant, c'est un match-up défavorable pour Bongamin. De toute l'histoire de l'organisation, aucun combattant n'est jamais parvenu à devenir champion lors de sa 3e tentative. Malheureusement, Cyril ne dérangerait donc pas à la règle. Alors après 3 échecs pour le titre, pourrait-on définitivement enterrer tout espoir de voir le français avec la ceinture? À l'UFC 321, Aspinall gagne n'est pas le seul combat à avoir de lourdes implications pour l'avenir de la catégorie. Car en carte principale, 2 membres du top 5 vont s'affronter. D'un côté, Alexander Volkov, contender numéro 2 de la catégorie, le Russe disputera son 50e combat en carrière, rien que ça. Et depuis 5 ans, il n'a perdu que contre Gane ou Aspinall. De l'autre, Jailton Almeida. Véritable monstre en grappling, le Brésilien classé 5e n'a qu'une seule défaite en 9 combats à l'UFC, dans un choc qu'il dominait largement avant de se faire finaliser. Si le vainqueur de ce combat méritera largement une chance au titre, le perdant, quant à lui, pourrait bien se retrouver face à Cyril. Contre Volkov, le français s'est déjà imposé à 2 reprises, même si la revanche était discutable, notamment à cause d'une blessure à l'orteil. Mais en pleine forme, il le battrait probablement une 3e fois. Face à Almeida, en revanche, ce ne serait pas aussi simple. Maladinho est très explosif et pourrait réussir à casser la distance pour lutter Cyril. Et une fois au sol, il semble tout aussi létal qu'Aspinall, si ce n'est plus. Toutefois, son gabarit est celui de 93 kg et son striking laisse clairement à désirer. Avec la bonne approche, notamment en restant à distance, Cyril aurait alors clairement les armes pour le déjouer. Dans un cas comme dans l'autre, une victoire, aussi impressionnante soit-elle, ne suffirait pas à obtenir une nouvelle chance au titre. Car si chez les lourds, il redeviendrait sans doute le contender numéro 1, un certain Brésilien pourrait lui griller la priorité en montant de catégorie. Pour rester actif, Cyril aurait alors plusieurs options sur la table. Sergei Pavlovich, un striker puissant mais limité techniquement. Curtis Blade, un lutteur de formation qui repose pourtant aujourd'hui davantage sur sa boxe. Le vainqueur de Volkov Almeida, qui aurait sans doute échoué face à Aspinall. Ou encore un profil inattendu comme Ante Delija, qui aurait pu continuer à gravir les échelons. Peu importe l'option, Bongamin serait sans doute à même de s'imposer, l'amenant à 2-0 depuis la défaite face à Aspinall et le consolidant définitivement comme le prétendant légitime. Du moins, ça aurait été le cas en temps normal. Car avec déjà 3 revers pour le titre, dont une probable défaite expéditive face à Aspinall, vu le style de ce dernier, difficile de légitimer une 4e chance au titre malgré 2 belles victoires de suite. En effet, à l'heure actuelle, dans toute l'histoire de l'UFC, seul un combattant a pu obtenir une 4e chance au titre incontestée après avoir perdu les 3 premières, Joseph Benavidez. Et cette ultime chance, il l'a eu uniquement parce que Deiveson Figueiredo avait raté le poids lors de leur précédent affrontement, entraînant un rematch immédiat.
Et avant ça, il était en prime sur une série impressionnante de 9 victoires en 10 combats. Autant dire que même si chez les lourds, les prétendants légitimes au titre ne se bousculent pas, Ciryl devrait sans doute enchaîner un 3e succès consécutif pour espérer concourir une nouvelle fois au titre. Et si comme pour les 2 combats précédents, il serait sans doute favori, n'oublions pas que chez les lourds, il suffit d'un coup pour clore les débats. Alors enchaîner 3 victoires face au top de la division, même en étant favori à chaque fois, ce sera tout sauf facile. Mais n'oublions pas que Ciryl est un talent à part, et que dans ce scénario, il n'aurait perdu que contre Ngannou, Jones et Espinal, 3 des meilleurs combattants de l'histoire des lourds. Avec cette 3e victoire de suite, difficile de ne pas lui donner une 4e et ultime chance au titre. Mais malheureusement, le plus dur resterait à faire. Car s'il veut s'emparer de la ceinture, il devra sans doute de nouveau se frotter à Espinal. Car soyons honnêtes, difficile d'imaginer ce dernier détrôné entre temps si même Ciryl n'est pas parvenu à le déjouer. On aurait donc sans doute droit à une revanche au sommet. Pour ce 2e opus, Bon Gamin aurait donc des enseignements à tirer du premier combat. Et surtout, il aurait pu avec le temps améliorer sa défense de lutte, peut-être le point qui lui fera le plus défaut face à l'anglais. Malheureusement, ce serait rêver de penser que le champion n'aurait pas lui aussi progressé entre temps, que ce soit sur le plan physique ou technique. Le combat serait donc peut-être plus serré que le premier. En revanche, prédire avec confiance une victoire de Ciryl serait se voiler la face. Dans ce scénario, le plus probable serait donc un 2e succès d'Aspinall. Et avec une 4e défaite pour le titre incontesté, cette fois, l'espoir d'une 5e chance deviendrait illusoire. Alors oui, en cas d'échec ce week-end, le rêve de voir le français avec la ceinture autour de la taille s'envolerait sans doute, définitivement. Et puis surtout, avec ce scénario, j'ai mis de côté un élément fondamental de l'avenir de Ciryl. C'est une des critiques qui revient le plus. Ciryl a beau être un combattant MMA d'élite, ce sport n'est pas sa passion. Et d'ailleurs, s'il en est là aujourd'hui, c'est presque par un hasard du destin. Lui qui a commencé les sports de combat à 24 ans sur la recommandation d'un ami. Grâce à ses accomplissements sportifs, Ciryl jouit aujourd'hui d'une importante notoriété et des avantages qui vont avec. Cinéma, télévision, émissions sur les réseaux sociaux ou encore investissement dans les projets sportifs. Autrement dit, il n'a plus besoin du MMA pour vivre et son avenir, et celui de ses proches, est déjà assuré. Alors, en cas de défaite ce samedi, qui sait s'il aura envie de se relancer dans une 4e course au titre. Entre les coups, la discipline qu'impose la vie d'athlète de haut niveau et le manque de reconnaissance d'une partie du public, le métier de combattant professionnel n'est pas de tout repos. Alors quand la passion n'est pas nécessairement là et que l'objectif qu'on s'était fixé s'éloigne, il est légitime de penser à raccrocher. Il est trop tôt pour le dire, mais sans le savoir, on assistera donc peut-être ce week-end à l'ultime danse du Bon Gamin. Malgré tout son talent, Ciryl n'aura peut-être jamais la ceinture incontestée de l'UFC. Mais est-ce vraiment un problème ? Ceinture ou non, Bon Gamin aura marqué à vie l'histoire du MMA français. Il restera à jamais le premier à avoir été tête d'affiche de l'UFC en France. Il restera à jamais le premier à s'être emparé d'une ceinture de l'UFC, bien qu'intérimaire. Et surtout, il restera à jamais le premier à avoir servi de porte-étendard pour démocratiser dans l'Hexagone ce sport que l'on aime tant. Sans Ciryl Gane, sans doute que le MMA français qu'on connaît aujourd'hui serait bien différent. Alors si en cas de défaite ce week-end, l'espoir de le voir un jour avec la ceinture s'envolerait sans doute définitivement, cela ne changerait rien à son statut. Celui d'un des meilleurs à avoir jamais foulé le sol de l'octogone chez les lourds. Alors ce week-end, soutenons-le. Dans la victoire, et surtout dans la défaite, soyons reconnaissants pour tout ce qu'il a accompli. Alors tant qu'il est encore temps, profitons-en, car on devra peut-être attendre des années avant de retrouver un talent comme Bon Gamin.